diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Etienne et Bruno Gagnère à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui terminera tout à l'heure à 10h50 une balade dans la pensée de Stanley Cavell en compagnie de Sandra Logier et en évoquant pour vous l'influence d'Emerson et Thoreau sur la pensée de Cavell. Suite et fin déjà ce vendredi d'une semaine à, sur et dans la recherche du temps perdu. Après Mireille Naturel et Michel Herman, après Jacques Dariulla hier et avant-hier, c'est aujourd'hui le psychanalyste Michel Schneider qui est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance. Michel Schneider, à qui l'on doit entre autres un très bel essai sobrement intitulé Maman, et dont le titre dit sans le dire qu'il porte évidemment sur le cœur de la recherche, c'est-à-dire la relation qui unit un petit enfant à sa mère, ou bien qui les sépare, ce qui revient au même. À 13 ans, on avait demandé à Marcel quel est pour vous le comble de la misère, et il avait répondu « être séparé de maman ». Quand cela arriva, il souffrit sans conteste. Il écrivit à Robert de Montesquieu une lettre à la fois de circonstance et de détresse. « Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation. J'ai perdu celle dont la vigilance incessante m'apportait en paix, en tendresse, le seul miel de ma vie que je goûte encore par moments avec horreur dans ce silence qu'elle savait faire régner toute la journée, si profond autour de mon sommeil. L'excès même du besoin que j'ai de la revoir m'empêche de rien apercevoir devant mes yeux quand je pense à elle. » Bonjour Michel Schneider. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Tante Léonie. C'est de la recherche du temps perdu que nous parlons toute cette semaine. Et nous sommes avec vous à l'issue de cette semaine, puisque c'est la dernière émission, provisoirement en tout cas, qu'on va consacrer au chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et nous allons parler de Maman, puisque c'est le titre que vous donnez à un petit livre sur Proust et sur les rapports du jeune Marcel avec sa mère. Le texte que je viens de lire est une lettre à Robert de Montesquieu après la mort de sa mère. Faut-il faire, comme vous semblez le faire, Michel Schneider, du rapport entre Marcel et sa mère, j'allais dire le nerf de la guerre, le cœur de l'œuvre? Je crois que l'ensemble de la recherche et l'image de Proust est une longue robe, comme les robes de Fortuny, une longue robe tissée, plissée, brodée par le fils pour couvrir le corps nu ou le corps mort de la mère. Les robes de Fortuny, c'est la duchesse de Guermantes qui les porte, oui. Le narrateur veut en offrir une à Albertine. Le fait même que cette mort qui intervient donc en 1905, alors que Proust n'est pas encore écrivain, il est ce que Barthes appellerait un écrivain. Il écrit des textes brillants, mondains, intelligents, qui sont recueillis dans Les plaisirs et les jours. Mais c'est à la suite de cet effondrement qu'est la mort de Jeanne Veil, qu'il appelle maman, et qu'il appelle toujours maman dans la recherche, à quelques exceptions près, qu'il va pouvoir enfin devenir un écrivain. Et c'est 3 ans après qu'il entame sérieusement la recherche. En 1908. En 1908. Donc on peut dire effectivement que la mort de la mère a été ce qui à la fois a causé et rendu nécessaire, inévitable même, ce travail de couture, de broderie, de confection d'un vêtement dans lequel il l'aura éternisé. Sans quitter le sujet de maman, il faut peut-être évoquer le statut du père dans la recherche du temps perdu, parce que le père, on en a parlé avec Jacques Dariulla, et même avant d'ailleurs, le père, c'est celui qui sait le temps qu'il fait. Expression qu'il faut prendre évidemment au sens propre, au sens littéral du terme. Il se sert d'un baromètre. C'est celui qui sait toujours où l'on se trouve, c'est celui qui n'est jamais perdu dans l'espace. C'est également celui qui, avec sévérité, s'oppose à ce que maman lui apporte le baiser de paix le soir jusqu'au soir où il cède,
dans les lieux où nous nous trouvons là maintenant, hein, vous et moi, pour en parler. Il y a également d'autres pères, le père de Bloch, que sur un malentendu le narrateur refuse d'aller saluer, le père de mademoiselle Vinteuil, qui lui crache dessus en pleine scène de saphisme, de sorte qu'il y a un statut du père très intéressant dans la mesure où on a le sentiment que dans la recherche, les pères sont soit mis de côté, soit incarnent quelque chose dont le narrateur entend se défaire. Oui, il y a deux aspects. Il y a la place du père et de la mère dans la généalogie biographique d'un écrivain. Bon, ça, c'est pas un sujet qui est en soi très, très intéressant. Et puis, il y a la place du père et de la mère comme figure romanesque, comment ils sont incarnés dans le roman. Dans la recherche, une chose m'a frappé, c'est pourquoi j'ai donné ce titre à mon essai sur Proust. Lorsqu'il parle du père du narrateur, qui quand même n'est pas sans rapport avec le père de Marcel Proust, il dit toujours « mon père ». Quand il parle de sa mère, il dit presque toujours, à quelques exceptions près, « maman ». C'est-à-dire qu'il emploie le petit nom, le nom familier, le nom d'enfance, et non pas le nom qui désigne la fonction, la figure sociale. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on emploie absolument systématiquement le nom maman et d'ailleurs le nom papa aussi pour désigner les parents, en ayant complètement oublié qu'il y a le mot père et le mot mère pour désigner ces deux personnages, ce qui aboutit à des aberrations d'une espèce d'infantilisme généralisé dans la désignation des rôles parentaux. Mais à l'époque, c'est très marqué. Maman, c'est quelque chose qu'on ne dit que dans l'espace de la famille, de la lettre qu'on lui adresse, de la parole, de la prière par laquelle on la supplie de revenir. Et c'est toujours comme ça qu'il l'appelle, même dans ce roman, donc avec cette espèce de force, je dirais, sonore, sensuelle du mot maman qui garde un côté je dirais, de succion, de mâchouillage de quelque chose. Et puis il y a un possessif dans maman. Il y a un possessif, exactement. Il y a la syllabe qui est la première qui correspond chez le nouveau-né à l'appréhension du sein maternel. Et donc, il y a quelque chose de la prise, effectivement, de la prise de possession de quelque chose de la mère. Et très curieusement, à la fin du Temps retrouvé, quand il évoque la mort de la mère, il dit maman avait une manière tellement sensuelle de parler que ses paroles étaient un baiser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion totale entre ce que font les lèvres quand elles disent, articulent des mots, et ce qu'elles font quand elles donnent, posent, envoient un baiser à l'enfant. Donc il y a toujours dans ce mot maman quelque chose d'une fusion, d'une confusion entre la parole. C'est une parole qui est une caresse, c'est une parole qui est un baiser, c'est une parole qui est aussi une dévoration de l'enfant par la mère, de la mère par l'enfant. Et évidemment, c'est à cela que renvoie la scène inaugurale qui se passe. C'est ce que j'allais vous dire, cette dévoration réciproque se trouve tout entière, enfin contenue ou pressentie dans cette scène cardinale de la recherche du temps perdu, qui est une des scènes qu'on connaît quand on n'a pas lu la recherche. Comme on connaît l'épisode de la petite Madeleine, on connaît l'épisode du baiser de maman, baiser que sa mère en principe lui refuse quand il y a du monde, c'est-à-dire Monsieur Swann, à dîner dans la maison de tante Léonie. Or, il y a ce fameux soir, dont on va entendre le texte évidemment, ce fameux soir où le petit Marcel ne supporte pas l'absence de sa mère, ne supportant pas l'absence de sa mère, l'attend dans l'escalier et tombe sur sa mère et puis sur son père. Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir, que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé,
Elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler et lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ces rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Et ensuite, évidemment, cette scène du baiser, et Proust le dit lui-même avec une très grande clairvoyance de ce qu'il appelle lui-même l'inconscient. Moi, je suis très frappé par le fait que Proust n'avait pas lu Freud, qui commençait à peine à être connu dans les années 20 en France, mais il emploie très couramment et très justement le concept d'inconscient. Et quand il parle des baisers d'Albertine ou des baisers de Gilberte, ou même des baisers d'Odette, il est clair que derrière se passe cette scène, on peut dire matricielle, enfin inaugurale, effectivement, cette scène infiniment répétée du baiser refusé, incomplet, insatisfaisant, qui à la fois le fait exister, le fait cesser l'angoisse et la relance vers davantage de souffrance. Donc cette scène-là, évidemment, ce n'est pas pour rien qu'elle est au tout début de la recherche, parce que c'est de là qu'éclot le livre lui-même. Il en parle comme d'un baiser de paix. Il en parle comme d'un baiser de paix, mais aussi comme de la plus grande souffrance qui ait jamais été subie. Vous diriez, en analyste de Proust, si j'ose dire, qu'il ne fait que reconduire dans ses histoires d'amour la souffrance qu'il éprouve du manque de maman au début de la... Bien sûr. Et il la prête aussi à Swann avec Odette, cette même souffrance du cattleya, de espèce de contact sensuel avec la bouche, qui peut être représentée par une orchidée, par une fleur, mais qui peut être aussi représentée par le sexe de la femme. Il y a toujours cette hantise des lèvres qui s'ouvrent, de la langue. Il y a des lignes et des lignes, des paragraphes et des paragraphes sur la langue d'Albertine qu'elle sort de sa bouche pour pénétrer celle du narrateur. Oui, il dit le baiser d'Albertine, elle mettait sa langue dans ma bouche comme un pain quotidien. Comme un pain quotidien, il y a quelque chose de nourricier dans ce baiser. Et alors, la première fois qu'il est évoqué, ce baiser est un non-baiser. Ce baiser est refusé. Quelle est la réponse, si je peux dire, qu'apporte tout ça passe effectivement par la bonne, qui va transmettre le message à la mère que l'enfant attend son baiser. Et puis il écrit, c'est ce qui est très important, il écrit à sa mère pour la supplier de venir l'embrasser. Donc on voit déjà que l'écriture est une réparation de la blessure, de la diffusion corporelle, de la cassure entre les deux corps. Et quand la bonne revient en lui disant, Françoise en lui disant, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je crois que je dirais que c'est ce moment-là qui le constitue comme écrivain. Nous commençons à écrire quand nous comprenons qu'il n'y a pas de réponse et que c'est ça qui nous permet de poser sans cesse et sans fin nos questions. Vous avez parlé des cattleyas, il faut juste mentionner pour ceux qui ne le savent pas à quoi ils correspondent. Les cattleyas donc, sont une espèce d'orchidée oui. Qui orne le corsage d'Odette de Crécy, de sorte que Swann, en se jetant sur elle, un jour fait tomber les cattleyas, les lui remet dans le corsage, et tant et si bien que l'expression faire cattleya est une autre façon de dire faire l'amour. Voilà, devient un langage privé, un idiolecte de leur amour, un hymne national, comme dit Proust, de leur amour privé. Et c'est d'ailleurs presque à ça que se résument probablement les pratiques sexuelles entre Odette et Swann. C'est faire cattleya, c'est-à-dire humer, sentir, approcher les lèvres du corsage d'Odette. On n'a pas l'impression qu'il y ait entre eux une sexualité très érotique, très intense, très complète, de corps à corps.
comme entre le narrateur et Albertine, d'ailleurs, dont il dit qu'ils ne font pas l'amour, au sens technique du terme. L'essentiel passe effectivement par la bouche, le baiser, les lèvres, la langue, les odeurs, les joues. Alors les joues, justement, le beau globe rose de ces joues, ça c'est le visage d'Albertine, hein, c'est vous qui le rappelez, Michel Schneider, dans votre livre. Les joues d'Albertine sont comparées à un vase, et à un moment, vous racontez, c'est passionnant, que le narrateur voit avec horreur ce visage se défaire sous un baiser. Lui vient alors une étrange image, dites-vous, et là c'est Proust qui parle, une déviation de ligne infinitésimale, mais dans laquelle peut tenir toute la distance qu'il y a entre le geste de l'homme qui achève un blessé et d'un qui le secourt. Autrement dit, la variation infime d'un visage au clair-obscur de la nuit et sous la loi d'un baiser le fait passer de la générosité à ce qu'il y a de pire, à ce qu'il y a de plus méchant, j'allais dire de plus sadique. Ce qui est extraordinaire dans ce fragment, c'est on a l'impression d'assister non pas à un paragraphe littéraire, linéaire, mais à quelque chose de cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de l'angle de la prise de vue. Quand il la voit de profil, découvre ce profil, dit-il, plein d'avidité, de méchanceté, de dureté, et il lui tourne le visage pour retrouver le profil probablement plus maternel. Il la remet en place. Il la remet en place, comme s'il voulait vraiment rectifier quelque chose qu'il ne faut pas voir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il ne faut pas voir à ce moment-là ? Il y a l'hypothèse que les images qu'il emploie sont quand même les stéréotypes du nez juif. Il y a quelque chose quand il dit ce nez aquilin, cette vision d'avidité de son visage, il y a quelque chose probablement du rapport entre Proust et ses origines juives. Vous avez failli dire Freud. J'ai failli dire Freud. Oui, enfin, je pense que Proust assumait moins bien ses origines juives que Freud. Qui n'y tenait pas tant que ça. Qui n'y tenait pas tant que ça, d'ailleurs, et qui n'aurait pas aimé qu'on le définisse comme un penseur juif. Mais chez Proust, il y a des paragraphes ou des fragments qui sont carrément... on ne peut pas dire antisémite, ce serait stupide de le dire comme ça, mais enfin, ou qui reprennent un certain nombre de stéréotypes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette horreur qui le saisit devant le visage d'Albertine ? Eh bien, c'est quand il cesse d'être totalement bon, totalement nourricier, totalement pur, comme les joues de la mère ou comme les seins de la mère, et qu'il devient au contraire quelque chose de dangereux, de sombre, de pénétrant, de mortel. Mais ce qui est admirable, c'est le glissement comme ça d'une image sur l'autre, et tout d'un coup, on a l'impression qu'il travaille vraiment avec le temps. C'est-à-dire que dans le déroulement de la phrase elle-même, il y a un déplacement de l'angle de prise de vue. Et ça, c'est... Quand Proust dit moi, je ne travaille pas avec un microscope, je travaille avec un télescope. Ce qui veut dire, je mets les choses au contraire, je rapproche les choses de loin, et je ne mets pas au contraire l'infiniment petit en grand. Je crois qu'il travaille plutôt avec une caméra, ou vraiment au sens où les cinéastes travaillent, c'est-à-dire avec toujours cette espèce de matière, de feuilleté de temps. Dans chaque plan, il y a des plans qui viennent se fondre, se coaguler, se superposer. Et dans le visage d'Albertine vient se superposer évidemment le visage de la mère à ce moment-là. La mère n'aime pas beaucoup Albertine. Il faut le rappeler d'ailleurs en termes dans l'histoire. Hein. La mère n'aime pas beaucoup Albertine. Elle a constamment d'ailleurs la délicatesse de ne pas trop le montrer à son enfant, tout en ayant malgré tout le sentiment de la nécessité de le lui faire savoir, de sorte qu'il y a un jeu assez subtil qui s'instaure entre le narrateur à l'instant où il vit avec Albertine, ou plutôt où il tombe amoureux d'Albertine. Tout ça se passe au fond dans Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le moment où effectivement Albertine rentre pleinement dans la vie du narrateur, où il parvient à l'embrasser. Second voyage à Balbec, il parvient à embrasser Albertine. Albertine se met à occuper la vie du narrateur, et la maman, donc, désapprouve ce choix, ce qu'elle n'ose pas vraiment lui dire, ce qu'elle n'ose pas non plus ne pas tout à fait lui dire.
Et il y a à la fin de Sodome et Gomorrhe, quand le narrateur, découvrant ce qu'il croit être l'homosexualité d'Albertine, au lieu de la quitter, se jette sur elle en un sens et décide, et c'est le début de La prisonnière, décide de la séquestrer quasiment, de la garder pour lui. Il annonce à sa mère, qui à ce moment-là prend le visage impassible des gens incrédules, qu'il faut absolument qu'il épouse Albertine et que contrairement à ce qu'il lui a dit 5 pages plus tôt, il ne doit pas du tout la quitter, mais au contraire faire sa vie avec elle. Je dis à ma mère, sachant la peine que je lui faisais, qu'elle ne me montra pas et qui se trahit seulement chez elle par cet air de sérieuse préoccupation qu'elle avait quand elle comparait la gravité de me faire du chagrin ou de me faire du mal. Cet air qu'elle avait eu à Combray pour la première fois quand elle s'était résignée à passer la nuit auprès de moi. Cet air qui, en ce moment, ressemblait extraordinairement à celui de ma grand-mère me permettant de boire du cognac. Je dis à ma mère, « Je sais la peine que je vais te faire. D'abord, au lieu de rester ici comme tu le voulais, je vais partir en même temps que toi. Mais cela n'est encore rien. Je me porte mal ici, j'aime mieux rentrer. Mais écoute-moi, n'aie pas trop de chagrin. Voici, je me suis trompé. Je t'ai trompé de bonne foi hier, j'ai réfléchi toute la nuit. Il faut absolument, et décidons-le tout de suite. Parce que je me rends bien compte maintenant, parce que je ne changerai plus, et que je ne pourrai pas vivre sans cela, il faut absolument que j'épouse Albertine. Et 30 pages plus tard, on apprendra qu'elle le lui reproche à chaque jour et qu'elle lui fait savoir par bien des biais qu'il ne faut surtout pas qu'il l'épouse. Mais ce qui est admirable dans la fin de Sodome et Gomorrhe, c'est donc il est avec sa mère à Balbec, il vient d'apprendre, et là aussi par une espèce de superposition, il a superposé à l'ami de la fille de Bergotte, l'ami homosexuel, il a superposé fantasmatiquement l'image d'Albertine, donc lui prêtant à elle aussi une homosexualité et découvrant ce qu'il appelle sa trahison, ou au lieu de dire je la quitte, et il se rue vers sa mère en disant c'est la dernière je dois phrase. L'épouser, il faut absolument que j'épouse Albertine, c'est la dernière phrase de Sodome et Gomorrhe. Voilà, la dernière phrase de Sodome et Gomorrhe, comme si le fait même qu'elle lui manque commence à la faire exister. C'est-à-dire vraiment à la faire exister comme si l'autre n'était autre que quand il ment, quand il meurt ou quand il manque. Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même fondamentale entre maman et Albertine, dans la mesure où maman, je l'emploie ici à dessein, puisque c'est être fidèle à la lettre du texte que de dire maman, même s'il parle de sa mère, mais très rarement, oui. Vous l'avez dit au début de l'émission. Maman serait l'être de l'endormissement, c'est le moment où le baiser de paix permet le sommeil, oui. Alors que quand il décrit le sommeil d'Albertine, notamment dans La prisonnière par exemple, il dit que le bonheur de la voir endormie était remplacé par celui tout à fait comparable de la voir qui s'éveille. Parce qu'à l'instant où elle s'éveille, elle retrouve des meubles qui sont les siens, à lui, mais qu'elle-même retrouve de façon familière et sans crainte, de sorte qu'elle est sans crainte prisonnière de son environnement à lui, et de cette manière, les réveils d'Albertine sont pour lui une source d'émerveillement. Est-ce qu'il n'y a pas de ce point de vue quand même, d'un côté la figure crépusculaire de maman et de l'autre côté l'aube d'Albertine? Proust ne devait jamais voir sa mère s'endormir pour une raison par très définition. Simple, c'est que c'était elle qui d'abord s'appelait Veille, ce qui n'est pas sans écho signifiant, mais qui Ami lacanien, bonjour. Qui veillait quand même sur tout, sur son corps, sur ses humeurs, sur ses sécrétions, sur ses excrétions, et aussi sur son sommeil, son rythme circadien. Bon, et elle veillait à ce que sa nuit dure longtemps. C'était quand même son rôle dans la maison de faire que le petit Marcel pouvait dormir, son petit loup pouvait dormir le plus longtemps possible. Donc très probablement c'est elle qui le regardait dormir, et c'est probablement ça qu'il inverse quand lui regarde Albertine dormir. Et d'ailleurs très souvent il dit je la regardais
comme ma mère ou ma grand-mère me regardaient, et je lui parlais comme ma mère ou ma grand-mère me parlaient. C'est vraiment d'une intelligence prodigieuse d'être capable de comprendre que le regard qu'on porte sur l'être aimé a quelque chose à voir, c'est le cas de le dire, ou à regarder dans le regard que portaient ceux qui nous ont mis au jour, ceux qui nous ont mis à jour, à savoir nos parents et nos mères. Vous avez parlé tout à l'heure non pas de l'antisémitisme de Proust, mais de quelques pointes de judéophobie Oui. présentes dans la recherche Oui. du temps perdu. C'est vrai. Oui. Il y a des moments comme ça, effectivement, on a pu brandir ces passages, d'ailleurs à l'appui d'une thèse fumeuse, pour le coup, d'un antisémitisme proustien. Oui. Néanmoins, il y a d'autres passages dans lesquels Proust compare l'homophobie Oui. à l'antisémitisme. Avec le même mot de race. Voilà, de race maudite. maudite, ouais. Il emploie cette expression. Et Bien c'est sûr. un parallèle tout à fait pertinent, parce qu'on peut effectivement considérer que l'antisémitisme comme l'homophobie relève de la haine de soi, plus encore que de la haine Bien de sûr. l'autre, dans la mesure où rien ne distingue l'homosexuel de l'hétérosexuel, et rien ne distingue Le le juif de quiconque. Néanmoins, c'est le même homme qui, parlant de l'homosexualité présumée d'Albertine, appelle ça faire le mal. Il y a quand même tout un jeu. D'abord, il y a un jeu très complexe entre le juif et l'homosexuel. C'est quand même très très lourd de parler de l'homosexualité comme d'une race, ce qui est d'ailleurs une manière qui a été ensuite utilisée par les mouvements de libération homosexuelle en disant de toute façon, si c'est une race, c'est génétique, et si c'est génétique, ça n'a rien à voir avec la psyché et l'histoire. Bien, mais parler de race maudite, quand même, et les pages très très dures au début de Sodome et Gomorrhe sur les homosexuels, ne sont pas incompatibles avec le fait que, s'agissant de l'homosexualité féminine, il prête à cette homosexualité qui, à mon sens, n'a pas grand-chose à voir avec l'homosexualité masculine, ni dans ses ressorts, ni dans ses formes. Il lui prête des traits qui viennent vraiment très clairement de l'homosexualité masculine. Alors, dire que l'homosexualité, c'est faire le mal, je crois que pour Proust, comme pour Baudelaire d'ailleurs, la sexualité, c'est intrinsèquement, fondamentalement, le désir, le besoin de faire mal et de faire le mal. Ça, c'est une idée qui n'est pas propre, qui n'est pas applicable uniquement à la forme homosexuelle de la sexualité. Vous pensez, il y a une comparaison jugement possible. moral sur le... Ça n'est pas la question, mais est-ce que, par exemple, la comparaison qu'on peut faire entre l'épisode de Montjouvin, Oui. où la scène de saphisme avec Mademoiselle Oui. Vinteuil, et l'épisode de Sodome et Gomorrhe de Charlus et Jupien, donc on a homosexualité féminine, homosexualité masculine, Oui. les femmes crachent sur la figure du père Oui. avant de passer à l'acte, et les hommes hurlent de plaisir comme ils hurleraient de douleur. Oui, il y a un peu le même. Les deux, je dirais, les deux sont des scènes, pour moi, des scènes baudelairiennes. Hein. Il y a vraiment, dans la scène de Montjouvin, il y a le thème des lesbiennes selon Baudelaire. Il y a le thème des mères profanées, hein, avec ce poème de Baudelaire qui s'appelle Bénédiction et qui est en fait une malédiction des mères, hein, terrible. Et puis dans la scène de Jupien Charlus, il y a effectivement l'idée de damnation, de rapports homosexuels qui n'ont pas, par essence et par définition, de visée procréative. Je n'osais bouger. Le palefrenier des Guermantes, profitant sans doute de leur absence, avait bien transféré dans la boutique où je me trouvais une échelle serrée jusque-là dans la remise. Et si j'y étais monté, j'aurais pu ouvrir le vasistas et entendre comme si j'avais été chez Jupien même. Mais je craignais de faire du bruit. Du reste, c'était inutile. Je n'ai même pas à regretter de n'être arrivé qu'au bout de quelques minutes dans ma boutique, car d'après ce que j'entendis les premiers temps dans celle de Jupien et qui ne furent que des sons inarticulés, je suppose que peu de paroles furent prononcées. Il est vrai que ces sons étaient si violents que s'ils n'avaient pas été toujours repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi et qu'ensuite le meurtrier et sa victime ressuscitée prenaient un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. C'est une conception de l'homosexualité qui est effectivement peut-être et sans doute datée, hein, mais
qui, à mon avis, s'inscrit plus dans la lignée littéraire de baudelairienne que dans la psychopathologie qui naissait à l'époque sur l'homosexualité avec Krafft Ebing et le mot homosexualité est très récent au moment où Proust écrit. D'ailleurs, il ne l'emploie pratiquement jamais. Il l'emploie. On appelle ça à tort homosexualité, oui. D'ailleurs. Il l'emploie pour le désavouer. Oui, pour le désavouer, mais il parle plutôt d'inverti ou voire de pédéraste. Mais peu d'homosexualité. C'était un mot trop médical pour lui, trop savant. Et il emploie également le mot, mais alors cette fois-ci pour condamner le mot lui-même, d'anormaux. Quand il est dans la... Alors ça donne lieu d'ailleurs peut-être à un des passages les plus drôles de la recherche du temps perdu, quand le docteur Cottard se rend à l'invitation de Charlus comme témoin d'un duel imaginaire que Charlus a inventé, dont Charlus a inventé l'existence pour ramener à ses côtés le jeune Morel qui est parti faire la fête chez lui. Charlus invente qu'un militaire aurait dit du mal de Morel et qu'il lui aurait lancé un duel, demande au docteur Cottard, pour accréditer son mensonge, de lui servir de témoin. Le docteur Cottard arrive. Entre-temps, Morel est venu pour supplier à deux genoux, au nom de leur amitié, le baron de Charlus de ne pas aller se battre, craignant le scandale dans sa garnison. Le docteur Cottard arrive et Charlus finit par le remercier de tout ce qu'il a fait pour lui, tout en lui disant que finalement il n'y a pas besoin de ses services. Et à ce moment-là, en vraie Guermantes, dit le narrateur, il approche sa chaise de lui et malgré la répulsion physique que lui inspire Cottard, il lui caresse la main. Et comme dit le narrateur, on flatterait les naseaux d'un cheval et on lui donnerait du sucre. Le seul problème, c'est que Cottard, sachant les mœurs de Charlus, est terrifié et pense qu'en fait tout ça n'est que le prélude à un viol. Pâlit à ce moment-là et redoute d'être pris sur place immédiatement et par celui qu'il appelle comme... celui dont il pense qu'il appartient à la race des anormaux. Ouais, la race des anormaux, oui. C'est terrible, cette conception. À la fois, il y a le sentiment d'une élite. Quand on dit c'est une race, il y a un peu implicite l'idée d'une race d'élus, et en même temps de maudits, de perpétuels errants, avec ce titre Sodome et Gomorrhe, qui est effectivement la manière dont sont considérés dans la Bible les homosexuels. L'autre épisode, c'est le docteur Cottard qui emploie le mot de confrérie pour désigner les homosexuels, Oui. comme les juifs. Comme les juifs, oui, bien sûr. Ce qui fait donc, on retrouve ici une Oui. homologie, finalement, une homophonie pour désigner... Bien sûr, il y a cette métaphore, ce langage, ce lexique qui est commun au narrateur lui-même, à Cottard, à Pozzi probablement, qui est l'inspirateur du personnage de Cottard, à considérer comme des anormaux formant une confrérie, une société secrète avec ses rites de reconnaissance interne, ce qui est quand même très constant dans la dénonciation faite par le narrateur de tous les personnages comme étant, finalement, tous les personnages de la recherche sont homosexuels ou s'avèrent à un moment donné avoir été ou être homosexuels, sauf le narrateur lui-même. Lequel, si on s'en tient à l'identité du narrateur et de l'auteur, n'a jamais connu d'amour avec les femmes. Probablement jamais, oui. De son propre aveu. Dans Sodome et Gomorrhe, Proust parle de Charlus, que vous appelez Charlus d'ailleurs, en disant qu'il est ladylike et qu'il ressemble physiquement à sa mère et qu'il avait, dit-il, toutes les séductions d'une grande dame, avant d'ajouter cette phrase, c'est vous qui le précisez, Michel Schneider, les fils n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être invertis et en recherchant des femmes, ils consomment dans leur visage la profanation de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Consommer dans son visage la profanation de sa mère. Ça, c'est une phrase qui m'a très longtemps intrigué, la profanation des mères, qui fait symétrie avec la profanation du portrait paternel de Mademoiselle Vinteuil. De Mademoiselle Vinteuil, comme si il y avait chez l'homosexuel masculin la volonté, le désir de dérision, de moquerie qu'on retrouve chez la catégorie d'homosexuels qui singent, qui poussent à l'extrême ce qu'ils imaginent être les signes du féminin, comme s'il fallait dévaloriser la féminité en la poussant à l'extrême, en la ridiculisant, en la profanant jusque dans son propre visage. On voit bien ce qu'il désigne par là. Il désigne aussi probablement sa peur que son visage trahisse
une ressemblance avec son propre visage, Marcel Proust, avec sa mère. Ce qui était quand même le cas, hein, il ressemblait plus à sa mère qu'à son père. On peut ici observer d'ailleurs dans la pièce où nous nous trouvons, il y a un portrait de la mère et un portrait du père, et un portrait du fils, et effectivement, il est incontestable que le fils ressemblait davantage à sa mère qu'à son père. Néanmoins, Michel Schneider, quel rapport faut-il faire entre ces ressemblances, ces dissemblances, la place de la mère et le rôle qu'elle occupe dans la place du narrateur comme initiatrice à la lecture? Moi, je pense que le vrai secret de son écriture, c'est pas ses rapports avec la sexualité, l'homosexualité, qui sont finalement très secondaires, ou qui sont des déplacements de la seule et vraie question. C'est qu'est-ce qui, dans le rapport avec sa mère, non pas explique qu'il soit devenu homosexuel et que son frère soit devenu au contraire un homme à femme, comme l'était le père. L'énigme, pour moi, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu l'immense écrivain qu'il est devenu. Bon, je crois qu'à la fois, il ne serait pas devenu cet écrivain-là sans cette mère-là, qui échangeait avec lui des tirades de Racine ou des lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan à tous les petits déjeuners possibles, et qu'il met en scène dans cette préfiguration de la recherche qu'est la conversation avec maman, qui est donc publié sous le nom du Contre Sainte-Beuve. Et dans cet échange de mots, dans cet échange de citations, enfin, dans cet assaut de citations qu'on retrouve aussi dans les lettres qu'ils échangent, et dans la recherche avec sa mère et sa grand-mère, et entre la mère et la grand-mère maternelle, il y a aussi tout Racine qui vient... et Madame de Sévigné. Et Madame de Sévigné, tout le temps. Et le rapport très singulier d'ailleurs de Madame de Sévigné, dans la seule passion amoureuse était sa fille, et la dureté de cette fille avec sa mère, tout ça est présent dans le rapport entre la mère de la mère et maman. Donc cet échange-là, je veux dire, elle lui a donné la littérature, elle lui a donné les mots. Hein. Pour autant, c'est le père qui lui a donné le livre. Je pense que ce sont les mères qui donnent les mots, avec ce qu'on appelle, non sans raison, la langue maternelle, mais que devenir écrivain, faire un livre, faire une œuvre, c'est justement se détacher de cette appartenance-là, c'est se forger une langue qui ne soit pas la langue maternelle, qui ne soit pas non plus totalement éloignée. On n'est pas toujours obligé de faire comme Joseph Conrad ou Samuel Beckett, d'écrire dans une langue étrangère pour devenir écrivain. Mais d'une certaine façon, si, je crois que l'écrivain écrit toujours dans une langue étrangère. Étrangère à celle à laquelle il appartient. Et, ça, c'est une phrase de Proust. Hein. Oui, c'est un thème de Proust. C'est que écrire, c'est rompre avec toutes ses appartenances. C'est pour ça que c'est insupportable de voir ramener Proust à, je sais pas quoi, maintenant dans les Fnac, on met Proust au rayon écrivain homosexuel. Puis on mettra ensuite, je sais pas quoi, un rayon avec Chateaubriand, écrivain aristocrate, ou Flaubert, écrivain normand. Je veux dire, bon, c'est être écrivain, c'est être écrivain. C'est justement rompre avec toutes les appartenances qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un mot bien approximatif, l'identité d'un être ou d'un peuple. Donc c'est cette idée que il a écrit, je dirais, contre sa mère, au sens où Sacha Guitry, je suis contre les femmes, mais tout contre. Ouais. Il a écrit tout contre le corps de maman. Et en même temps, pour en prendre une distance maximale, et parce qu'il y a eu cette phrase, la réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Et il a mis 2000 et quelques pages à répondre par une longue lettre à cette non-réponse de sa mère. Est-ce que le sens de la lecture ne lui vient pas également du fait que sa mère lui donne la solitude ? Puisqu'après tout, quand il parle de la lecture, même dans les textes préparatoires à la recherche sur la lecture, il décrit le bonheur de la lecture comme un plaisir solitaire. Est-ce que, à cet égard, on ne peut pas penser que sa mère est, en l'occurrence, l'initiatrice de la solitude du narrateur? Elle est l'initiatrice, c'est certain. Elle lui donne le goût de la langue, et surtout de la langue classique, hein, qui était quand même le fond de leurs échanges. Et tout en lui disant, moi je ne suis pas aussi intelligente que toi, je ne sais pas de quoi je parle, je suis pas, en lui laissant la place justement à lui de mettre en forme, de mettre en mots, avec cette phrase qu'elle a dans la conversation avec maman, fait comme si je ne le savais pas. Elle savait très bien, elle était très cultivée, bonne musicienne, littérairement très, très, très avertie, mais elle lui a laissé quand même la place
pour jouer avec avec ce qu'elle lui a donné, avec Esther, avec tous les thèmes raciniens. Et c'est en ce sens que, encore une fois, sans elle, évidemment, il ne serait pas devenu écrivain, sans cette femme-là, sans cette mère-là. Mais si elle n'était pas morte, je dirais, probablement il serait resté un Robert de Montesquieu. Quelqu'un qui écrit de charmantes pages, bien tournées, qui aujourd'hui serait illisible et complètement démodé. Et il serait resté dans la conversation, justement. Et il se moque de la conversation. Il y a un thème très puissant dans toute la recherche, c'est la différence entre la conversation et l'écriture. Et c'est le drame de Swann. C'est que Swann, qui est toujours attaché à son livre sur Vermeer... Comme c'est d'une certaine manière le drame de Bergotte, d'ailleurs. De Bergotte aussi, oui. Et, qui a écrit pourtant, mais qui n'a écrit que des conversations au fond. Voilà, et de Charlus, qui est un homme de conversation, qui prétend lui aussi, ils prétendent tous être écrivains, hein, mais ils sont ce que Proust appelle les célibataires de l'art, c'est-à-dire qu'ils n'épousent pas, c'est-à-dire ils n'y vont pas, ils vont pas dans la chair de faire un livre avec leurs mots. Hein. Ils restent avec des mots baisés, des mots caresses, des mots séduisants, des mots entendus et pas des mots écrits dans le silence. Il dit les livres, ce sont les enfants du silence et de la solitude. Et c'est parce qu'il s'est confié à ce silence, il a dû se confier à ce silence, qu'il est devenu écrivain et non pas un mondain ayant une belle conversation. Comment, vous ne connaissez pas les illusions perdues? C'est si beau. Le moment où Carlos Herrera demande le nom du château devant lequel passe sa calèche, c'est Rastignac, la demeure du jeune homme qu'il a aimé autrefois. Et l'abbé, alors, de tomber dans une rêverie que Swann appelait, ce qui était bien spirituel, la tristesse d'Olympio de la pédérastie. Et la mort de Lucien, je ne me rappelle plus quel homme de goût avait eu cette réponse, à qui lui demandait quel événement l'avait le plus affligé dans sa vie. La mort de Lucien de Rubempré, dans splendeur et misère. Je sais que Balzac se porte beaucoup cette année comme l'an passé le pessimisme, interrompit Brichot. Mais au risque de contrister les âmes en mal de déférence balzacienne, sans prétendre, Dieu me damne, au rôle de gendarme des lettres et dresser un procès-verbal pour faute de grammaire, j'avoue que le copieux improvisateur dont vous me semblez surfaire singulièrement les élucubrations effarantes m'a toujours paru un scribe insuffisamment méticuleux. J'ai lu ces illusions perdues dont vous nous parlez, baron, en me torturant pour atteindre à une ferveur d'initié. Et je confesse en toute simplicité d'âme que ces romans feuilletons rédigés en pathos, en galimatia double et triple, Esther heureuse, où mènent les mauvais chemins, à combien l'amour revient au vieillard, m'ont toujours fait l'effet des mystères de Rocambole promus par inexplicable faveur à la situation précaire de chef-d'œuvre. Vous dites cela parce que vous ne connaissez pas la vie, dit le baron doublement agacé, car il sentait que Brichot ne comprendrait ni ses raisons d'artiste ni les autres. Pour en revenir à ce rôle d'initiatrice de la mère, donc qui lui donne le sens de la lecture, c'est-à-dire également le sens de l'interprétation ou de l'écriture, ou de la restitution par l'écriture de ce qu'un sujet percevant entend du monde, est-ce que sa mère n'est pas également celle qui lui enseigne, j'allais dire à la fois le sens du deuil et en même temps le mélange des visages, le sens du deuil dans la mesure où quand elle apparaît, quand le narrateur fait le deuil de sa grand-mère, deuxième voyage à Balbec, le premier il était avec elle, deuxième voyage à Balbec, il comprend qu'elle est morte. Il l'accepte en un sens. Il fait ce deuil, c'est infiniment douloureux. Il y a un moment où il comprend la tristesse de sa mère, il se met à sa place. Et il souffre pour elle. Il souffre infiniment, et ce texte est magnifique parce qu'il en souffre à mourir. Il souffre d'une douleur qui n'est pas la sienne. Sa propre douleur se redouble d'une douleur qui n'est pas la sienne, où il a vraiment sous les yeux un deuil authentique. Et puis sa mère est encore une fois celle qui emprunte le visage de sa grand-mère. Par conséquent, c'est une des premières expériences qu'il reproduira ensuite avec Albertine, que Swann avait faite d'ailleurs avec Odette, une expérience où un visage finit par en adopter plusieurs. Il y a une différence très importante entre les lettres que Proust écrit au moment de la mort de sa mère,
qui sont d'ailleurs un peu convenues, un peu mondaines, un peu... bon, il ne laisse pas passer, à une ou deux exceptions près, des sentiments, une émotion bouleversante. En revanche, dans la recherche, il prête à sa mère, à Jeanne Weil, des réactions à la mort de sa propre mère qui sont très probablement beaucoup plus proches de celles qu'il a eues. Il dit notamment, quand la mère de ma mère est morte, ma mère n'a pas manifesté d'émotion, n'a pas pleuré, n'a pas versé de larmes, ce qui est peut-être probablement la marque du plus grand chagrin qu'on puisse avoir quand on perd un proche, c'est d'être dans l'incapacité précisément de verser des larmes qui seraient trop faciles ou trop consolantes. Donc je pense qu'il prête à la mort de la grand-mère et à la réaction de sa fille à cette mort, toute une thématique d'affect, d'émotion, d'image, de représentation de son propre visage, pleurant, ne pleurant pas, la mort de sa mère. Il a eu besoin on dirait en psychanalyse, d'un déplacement ou d'une condensation sur cette mort une génération avant, pour pouvoir dire la douleur du narrateur, parce que dans la recherche, la mère ne meurt pas. Qu'en est-il alors, Michel Schneider, de la figure maternelle peut-être par excellence, celle qui l'accompagne toute la vie, et dont les fautes de français constituent un langage à part entière, qui est la figure de Françoise? Quelle place faire dans cette architecture à la personne de Françoise, qui, pour mémoire, travaille chez Tante Léonie, là où nous nous trouvons maintenant, au départ, qu'elle appelle Madame Octave, en lui donnant le nom de son mari, qui rentre au service des parents du narrateur, puis du narrateur lui-même, et puis qui seul devine son bonheur, alors que les autres le soupçonnent de s'ennuyer énormément à faire écrire ce casse-tête littéraire. Elle devine son bonheur, comprend son bonheur. Françoise, dont il fait des gestes, parfois des métaphores à part entière, et des fautes de français, dont il dit qu'elles sont la source d'un langage nouveau. Il y a dans toute l'œuvre de Proust une multiplicité d'idiolectes, de langage et de ce qu'il appelle les cuirs, à propos de Legrandin, à propos de Malverdurin. Du maître d'hôtel de Balbec. Chacun ses défauts de syntaxe ou de lexique ou ses tours de phrases, et il y a une extraordinaire galerie de portraits syntaxiques, de portraits dans la manière dont les personnages s'expriment. Alors Françoise, là-dedans, je dirais, c'est très différent. C'est pas des cuirs, c'est pas des impropriétés, c'est vraiment des inventions langagières qui sont à la fois populaires, comme certaines inventions langagières font des télescopages, des raccourcis extraordinairement puissants pour dire une émotion tout en la masquant ou pour transgresser quelque chose de difficile à dire. Et Françoise, je dirais, sa grande force dans la recherche, sa grande vertu, au sens propre du terme, son grand courage, c'est d'assumer ce que Proust appelle, non sans le louer, sa bêtise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la vivance, de la vivacité des bêtes dans le langage de Françoise. Et quand il commence le Contre Sainte-Beuve par longtemps je me suis défié de l'intelligence, je crois qu'il faut le prendre très au sérieux. La recherche du temps perdu est un livre extraordinairement intelligent parce que Proust a fait confiance à sa bêtise, à sa capacité de se laisser... Vous voulez dire à son innocence, au fond? À sa bêtise au sens où l'enfant fait des bêtises, où la sexualité est une grande bêtise, où on ne comprend rien à nos vies, et que c'est bien pour ça qu'elles sont vivables et passionnantes. Bon, et cette Françoise, elle est ça, elle est la vie dans sa force de continuité, de silence. Et je crois que c'est un personnage effectivement très important qui est peut-être inspiré par Céleste Albaret, mais pas uniquement, qui écrivait très bien. Hein. Bon, c'est magnifique, hein, c'est les souvenirs de Céleste Albaret. Mais voilà, Proust, je crois, a mis là, en contre-champ de ces personnages qui sont follement intelligents, tous plus intelligents les uns que les autres, plus brillants, mais d'une telle suffisance que ça les rend bien insuffisants.
et elle qui connaît ses limites et qui les projette comme ça avec son langage. Qui détient le fin mot de l'histoire. Qui détient peut-être le fin mot de l'histoire, oui. C'est elle la messagère de cette vérité qui est que dans les familles, on se parle sans mots, qu'on possède une espèce de langage comme ça, de gestes, de silence, de sons, de caresses, qui sont ceux de cette maison. Ah, Combray, quand est-ce que je te reverrai, pauvre terre? Quand est-ce que je pourrai passer toute la sainte journée sous tes aubépines et nos pauvres lilas en écoutant les pinsons et la vivonne qui fait comme le murmure de quelqu'un qui chuchoterait, au lieu d'entendre cette misérable sonnette de notre jeune maître, qui ne reste jamais une demi-heure sans me faire courir le long de ce satané couloir. Et encore, il ne trouve pas que je vais assez vite. Il faudrait qu'on ait entendu avant qu'il ait sonné, et si vous êtes d'1 minute en retard, il rentre dans des colères épouvantables. Hélas, pauvre Combray, peut-être que je ne te reverrai que morte, quand on me jettera comme une pierre dans le trou de la tombe. Alors je ne les sentirai plus, tes belles aubépines toutes blanches. Mais dans le sommeil de la mort, je crois que j'entendrai encore ces 3 coups de la sonnette qui m'auront déjà damné dans la vie. Voilà, merci Michel Schneider. Avec vous s'achève la première semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la recherche du temps perdu. Une semaine enregistrée depuis la maison de tante Léonie, dans le village d'Illier-Combray, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire ce qui existe. Une semaine au terme de laquelle nos remerciements vont d'abord à Mireille Naturel pour un travail exemplaire à la tête de la Société des Amis de Proust. Mireille Naturel qui nous a royalement reçus dans la maison mère, la maison de tante Léonie. Nos remerciements vont aussi d'ailleurs à l'hôtel des Aubépines, un havre de mélancolie, face la gare, où il fait bon rester quelques jours, croyez-moi. Merci aussi bien sûr à Michel Herman, Jacques Dariula, Michel Schneider, nos invités de la semaine, dont vous retrouverez tous les travaux en ligne sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et enfin, mais ce n'est pas le moindre, un grand merci à Adèle Van Rett, sans qui cette semaine n'eût tout simplement pas été possible. Adèle, qu'on retrouve d'ailleurs tout de suite pour le journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Bonjour Adèle et merci donc. Et bonjour à tous, on quitte Combray pour de bon cette fois-ci et en parallèle on termine dans le journal des Nouveaux Chemins notre semaine sur Stanley Cavell, ce philosophe américain dont on a évoqué ces derniers jours les intérêts philosophiques majeurs, l'ordinaire, le scepticisme et Shakespeare, le cinéma, comédie et mélodrame. Alors Sandra Logier, vous êtes spécialiste de Stanley Cavell et vous nous accompagnez depuis le début de cette semaine. Oui. Rebonjour donc. Bonjour. Il nous reste un aspect et un des plus importants, des plus intéressants de la pensée de Stanley Cavell que nous n'avons pas encore évoqué. Il s'agit de ceux que Stanley Cavell considère comme étant les fondateurs de la culture américaine, Emerson et Thoreau. Alors, on est au milieu du 19e siècle, à Concorde, près de Boston, et Ralph Waldo Emerson va lancer un appel à l'indépendance intellectuelle des Américains vis-à-vis de l'Europe, Sandra Logier. Oui, Emerson est celui qui a vraiment revendiqué la possibilité d'une pensée américaine propre dans beaucoup de textes, mais notamment celui dont vous parlez, The American Scholar, donc Voilà, l'intellectuel ou le savant américain, c'est pas facile à traduire. Ce que propose Emerson dans ce texte, eh bien, c'est en effet que l'intellectuel ou le penseur américain se prenne en main d'une certaine façon, déclare son indépendance par rapport à la culture européenne, même si c'est un arrière-plan indispensable, et décide de parler avec sa propre voix. Et donc, on revient à cette thématique de la voix humaine, et ce dont nous parlions il y a quelques jours, de la nécessité pour l'homme de vouloir dire, de signifier vraiment ce qu'il dit. Et cette idée
donc, qui est très présente dans la philosophie du langage ordinaire chez Wittgenstein et Austin, du fait que le langage doit exprimer réellement quelque chose et accomplir quelque chose, eh bien, Stanley Cavell va, en définitive, la trouver de façon très, très forte et très explicite chez Emerson dans sa revendication d'une culture américaine propre qui aurait ses propres objets et ses propres œuvres. Alors, oui, on parle beaucoup d'Emerson. Il y a aussi Thoreau. Oui, tout à fait. Thoreau qui, lui, est l'auteur de ce traité que les auditeurs connaissent peut-être, qui est de la désobéissance civile, oui. Ce qui permet d'aborder tout un aspect beaucoup plus politique qu'on n'a pas évoqué jusque-là. Oui, on ne l'a pas évoqué alors que dans cet ouvrage qui a été récemment publié chez Gallimard, Folio, donc Qu'est-ce que la philosophie américaine, vous avez tout un ensemble d'analyses qu'a produite Stanley Cavell sur la pertinence actuelle, politique de la pensée transcendentaliste, donc d'Emerson et de Thoreau. Le transcendentalisme, disons-le rapidement, c'est ce courant de pensée, je ne sais pas si on peut nommer ça ainsi, que fondent justement Emerson et puis Thoreau. Oui, c'est le nom que l'on donne à ce mouvement né à Concorde. Et on retrouve des échos de ce transcendentalisme et de la pensée d'Emerson, d'ailleurs encore maintenant dans le discours politique américain. Et c'est vrai que chacun a remarqué que, par exemple, le discours de Barack Obama a été très fortement influencé et pénétré de formules émersoniennes de ce discours sur l'idéal moral démocratique. Et par ailleurs, autre influence, en effet, celle de Thoreau, qui est restée très, très présente et peut-être plus qu'Emerson dans les années 60, par exemple, aux États-Unis, lorsque il y a eu des mouvements de révolte, là aussi, comme c'est le cas chez Thoreau, contre le conformisme, la domination donc, d'un certain ordre social. Et Thoreau et son idée de désobéissance civile et de retrait de la société, un auteur qui a acquis une pertinence extraordinaire à ce moment-là et qui en a à nouveau aujourd'hui, puisque Thoreau est d'abord l'auteur de Walden, de ce récit extraordinaire où il se retire de la société pour... Et va vivre dans une cabane qu'il construit de ses propres mains dans une forêt pendant 2 ans. 2 ans, ouais. Voilà, et donc c'est un acte politique, il dit bien qu'il fait cela le 4 juillet, justement, et donc c'est un acte, une réitération de cet acte d'indépendance. Tout à fait symbolique, puisque finalement, quand il décide de faire ça, il ne va pas très loin. Il est juste à côté d'une voie ferrée et la ville est à quelques kilomètres à peine. Oui, donc c'est un retrait très relatif. Ouais. Mais c'est cela aussi l'intérêt de cette réflexion sur la désobéissance civile, c'est que c'est un acte donc de retrait ou de révolte, mais qui reste interne à la société, qui n'est pas en fait un exil, mais qui est plutôt la revendication, encore une fois, pour le penseur, pour le philosophe, donc de sa propre voie de pouvoir réellement s'exprimer et trouver un état dans lequel il se sent exprimé. Voyons, on finit la semaine comme on l'a commencé finalement sur les mêmes problématiques qui sont celles de Stanley Cavell. Donc on a parlé de l'ordinaire, du langage ordinaire lundi, puis du scepticisme de Shakespeare, du cinéma, des comédies, du transcendentalisme, et on voit qu'à chaque fois on aborde les mêmes thèmes qui sont donc les thèmes chéris de Stanley Cavell. Qu'est-ce que c'est que parler finalement? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix personnelle? Et ça fait de Stanley Cavell, de la philosophie de Stanley Cavell, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, qui a un plaisir à lire, il faut le dire, et qui gagne à être connu. Alors, merci beaucoup Sandra Leger d'être venue nous en parler toute cette semaine. C'était un plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, merci à tous. C'est fini cette fois-ci, et bien fini. J'ai du mal à le dire d'ailleurs, j'ai du mal à dire et à penser que cette semaine est déjà finie. Vous pouvez retrouver cette semaine, si vous le souhaitez, sur Internet, sur notre site Internet, à toute heure du jour et de la nuit. Une semaine que vous pourrez télécharger donc, et vous pourrez également sur Internet écouter en ligne toutes les émissions du mois. Sur Internet, vous trouverez également les références des ouvrages de tous nos invités de la semaine, une bibliographie proustienne, au sein de laquelle je signale et je rappelle la présence de La Recherche du temps perdu, d'À la Recherche du temps perdu, paru chez Gallimard, édité par Gallimard dans l'excellente collection Quarto, ainsi qu'à La Recherche du temps perdu, lu dans son intégralité aux éditions Télème, par André Dussolier, Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Robin Renucci, Michael Lonsdal et Denis Podalides. Quelques mots d'ailleurs là-dessus. Guillaume Gallienne, c'est extraordinaire, la voix de Charlus, ce qu'il arrive à faire, c'est prodigieux, c'est vraiment une voix qui donne à voir.
Denis Podalides vous arrache le cœur quand il lit Albertine disparue. Quant à André Dussolier, pour ne citer que ces trois-là, quant à André Dussolier donc, eh bien c'est tout simplement la voix de Proust. On se retrouve la semaine prochaine aussi, pour la dernière semaine de l'année en ce qui nous concerne. Une dernière semaine qui sera aussi la deuxième semaine que les Nouveaux Chemins consacreront à Albert Camus, puisque les émissions que vous entendrez la semaine prochaine auront toutes été enregistrées dans le grand auditorium de la bibliothèque François Mitterrand. Lundi prochain, je vous parlerai de la plus belle page, à mon sens, d'Albert Camus, la fin de Noces, l'épilogue du désert. À lundi. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.